bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le dernier épisode de la semaine, à savoir vendredi. À mes côtés, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Evan. Hello Evan. Salut. On s'était dit pour aujourd'hui qu'on allait parler beaucoup plus du produit en lui-même que propose Coup de Barre. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, non, ce n'est pas une massue, non, ce n'est pas une matraque, c'est une barre énergétique que tu proposes. Tu as lancé ce projet, ce produit il y a environ 2 ans. Est-ce que justement tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu mets dedans, comment est-ce que tu le fabriques, quels sont les différents ingrédients, quels sont les différents goûts et surtout quel objectif tu remplis avec cette gamme de barres. Comme tu l'as dit, la marque c'est Coup de Barre et le produit en lui-même on l'a appelé la Ravito. Pourquoi on a choisi ce nom? Parce qu'il s'exprime de lui-même, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que tu as besoin pour te ravitailler pendant ton sport. Alors elle peut aussi être consommée comme un snack. Avant une session, par exemple, on va faire une session d'intervalle, une demi-heure ou 40 minutes avant, on peut prendre une barre pour avoir l'énergie si on n'a pas fait un repas très complet avant. Mais oui, comme son nom l'indique, c'est vraiment plus pour pendant une séance qui va être d'intensité moyenne, mais relativement longue. C'est-à-dire, prenons une sortie de vélo du dimanche de 3-4 heures. C'est vraiment hyper bien fait pour ça, quoi. Ce qui veut dire que les apports caloriques que vous avez prévus correspondent à une sortie moyennement longue, voire longue. Est-ce que tu conseilles de la prendre en début de sortie, en milieu de sortie, en fin de sortie, ou peut-être de prendre plusieurs rations, plusieurs barres selon la sortie? Comment est-ce que tu envisages ça? Et puis surtout, sur base de quels aliments, quels nutriments tu mets dans tes barres, sans nous dévoiler la forme? Ce qu'il faut savoir, c'est pas une grande news, mais chaque personne est différente, et du coup, dans le sport, c'est un petit peu pareil. Mais en règle générale, on dit qu'au-dessus de 2h30, 3h, on a besoin d'apporter quelque chose sous forme solide quand on fait du sport. C'est-à-dire que si on fait une séance d'intervalle d'1 heure, à moins qu'on veuille vraiment manger quelque chose, il n'y a pas besoin, c'est plus de l'hydratation. Donc nous, on va pas interdire à nos clients de manger les barres s'ils font 2 heures, mais en tout cas, on conseille dans l'utilisation de celle-ci, c'est vraiment pour des sorties un peu plus longues à intensité moyenne. Vraiment, comme je disais, la sortie du dimanche. C'est vraiment un seuil, hein. C'est 3 heures. Enfin, je sais que moi, personnellement, c'est systématique, quoi. Dès que ma sortie fait plus de 3 heures, automatiquement, je sais que je vais avoir faim, je sais que, ou si j'ai rien pris avec moi, je sais que je vais revenir en fringale, quoi. Et c'est marrant de voir quand est ton seuil de fringale comme ça. Ouais. À moi, c'est typique. Bon, ça dépend peut-être un peu de l'intensité, évidemment, mais de manière générale, à intensité égale, c'est 3 heures, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est marrant, comme tu dis, parce que tu peux vraiment revenir très bien et enchaîner sur une suite de journées où tu vas aller te balader, où tu vas faire d'autres choses. Par contre, si t'as pas bien alimenté cette sortie-là, tu peux être complètement dans ton canapé pendant plusieurs heures après et c'est assez marrant comme c'est très déterminant en fait les bons apports au bon moment. Alors justement, tu parles des bons apports au bon moment. Je reviens là-dessus, je t'embête avec ça, mais qu'est-ce que tu mets dans tes barres? Alors justement, c'est un mix et ça je le voulais vraiment. C'est un mix entre des sucres lents et des sucres rapides pour la partie vraiment plus glucides. Parce que je trouvais que dans beaucoup de barres énergétiques, j'avais une grosse sensation de beaucoup de sucre très rapide et peu de sucre lent. Et du coup, dans les 20 minutes, t'as un peu cet effet boost comme si c'était de la caféine. Mais par contre, tu dois en manger toutes les 15 minutes ou alors t'as un souci, quoi. Ouais, tu fais une hypoglycémie réactionnelle, ce qui fait que t'as justement le coup de barre qui vient en réaction. Non, mais c'est ça, c'est vrai. T'as ce pic de glycémie qui peut être utile, par exemple, si tu fais un chrono ultra intense, mais généralement, sur une sortie longue, c'est mieux d'avoir un mix, et c'est pour ça qu'on a vraiment mixé des sucres lents, qu'on va chercher, par exemple, dans les flocons d'avoine qu'on met dedans, et t'as des sucres un petit peu plus rapides. Donc, pour tout ce qui est sucre rapide, nous, on a mis sucre de canne, il y a des dattes, il y a le sirop de riz, et c'est vraiment ça qui va faire la liaison entre les deux. Et du coup, ça permet d'avoir à la fois
tes sucres vraiment un petit peu plus rapides qui vont te donner de l'énergie sur la demi-heure par exemple, et des sucres un petit peu plus longs mais qui te permettent de tenir le coup sans pour autant prendre une tartine avec toi, quoi. Là, pour l'instant, il me semble, vous avez deux types de barres, c'est ça? Vous avez deux goûts? Ouais. Quelle est la différence? C'est juste une question de goût ou bien il y a quelque chose en plus? Alors, pour le moment, c'est juste une différence de goût. Donc, il y a la cranberries amande qui est la version sucrée et la un peu plus gourmande, la cacao noisette. Donc là, c'est vraiment une différence en termes de goût parce que c'est très très proche en termes d'apport énergétique. Par contre, dans le futur, on aimerait bien lancer une barre salée, parce qu'il y a une grosse demande pour les barres salées, pour des sorties un petit peu plus longues d'ailleurs. Et là, les apports seront un petit peu différents, parce que comme on vise du long, l'apport en protéines sera un petit peu plus élevé. Enfin, il faut un petit peu plus de protéines pour ce type d'effort-là, quoi. Et ça va bientôt arriver. Du coup, je rebondis là-dessus. Quel public vous ciblez? Est-ce que c'est les cyclistes d'endurance, les cyclistes d'ultra-endurance, les triathlètes, les coureurs, les nageurs, les basketteurs, les volleyeurs? Et puis, est-ce que le public cible a un peu dérivé de ce que vous aviez imaginé? De base, je suis cycliste, donc il y avait un côté logique de targeter les cyclistes. Mais ça s'est aussi révélé, un peu comme tu dis, en avançant, on s'est rendu compte que c'était davantage les cyclistes qui étaient intéressés, mais on a un peu les trois sports, c'est-à-dire course à pied, davantage quand même des gens qui font du trail que de la course à pied sur route. On a beaucoup de cyclistes et on a quand même aussi pas mal de triathlètes. Maintenant, les triathlètes, très probablement que c'est plus pour les entraînements en vélo qui consomment nos barres énergétiques, puisque c'est surtout designé pour ce moment-là. Pendant la natation, ça m'étonnerait qu'ils en mangent, mais course à pied peut-être, ouais. Quoique, tu sais, ça arrive, alors peut-être pas forcément dans le cadre de triathlon, mais il y a des triathlètes ou il y a des nageurs qui font des traversées ou des choses super longues, qui prennent plusieurs heures en natation. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être très niche quand même, le marché est peut-être un peu réduit quand même. Oui, non, c'est sûr. Mais du coup, oui, pour répondre à la fin de ta question, mais ça va être des gens quand même qui recherchent un truc bon. C'est con, hein, mais on target des gens qui veulent de la performance, mais quand même prendre du plaisir, quoi. Pas que des gens qui veulent que la performance et qui s'en foutent complètement du goût, qui veulent juste performer. Nous, c'est vraiment de dire, on peut performer en ayant un truc qui est bon. On n'est pas obligé de se faire mal aux intestins pour performer. Bon au goût et bon aussi dans les aliments que vous mettez à l'intérieur qui vont pas faire de mal à l'organisme. C'est ça. On va éviter de se flageller deux fois quand même. Exactement. Donc là, deux goûts, un troisième à l'étude. Où est-ce qu'on peut faire l'acquisition de vos produits? Sur le site et chez quelques revendeurs, tu nous as dit hier? C'est ça, ouais. On a notre site du coup www.coutbar.com et on peut aussi, comme tu viens de le dire, dans de plus en plus de magasins cyclistes. Pour l'instant en Belgique, ça part surtout sur Bruxelles et la Wallonie actuellement. Mais bientôt, je l'espère, un petit peu plus en France. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on est contacté par des magasins, ce qui était un peu moins le cas au début, évidemment. Oui, c'est assez chouette, surtout dans donc, des magasins cyclistes et aussi dans une nouvelle tendance qui est le café cycliste. C'est assez marrant d'ailleurs comme tendance. Je sais pas s'il y a ça aussi dans le monde du triathlon, peut-être un peu moins, mais vraiment cette tendance de... on se pose, on profite avec ses amis cyclistes et c'est assez marrant parce que ça rejoint assez bien en fait l'univers de Coup de Barre et de la Ravito. Bon, j'ai envie de dire que 2020, peut-être 2021 avec la Covid, on va peut-être éviter les cafés cyclistes ou les cafés triathlon, mais c'est vrai que c'est un concept qui peut être sympa, ouais. Ou un takeaway. Ou un takeaway. Ceci dit, café triathlon, le problème c'est que le triathlète n'a pas le temps de s'arrêter pour prendre le café parce qu'il doit partir courir. C'est vrai, ouais. C'est ça. Ouais, mais c'est la transition, quoi. 10-15 minutes, hein. C'est ce dont on parlait tout à l'heure en off avec Evan. Si on prend une transition de 10-15 minutes, effectivement, ça risque. Sur l'aspect nutrition quand même, pour en finir sur cette série et sur l'épisode d'aujourd'hui, on n'en a pas tellement parlé. Tu as dit que vous avez travaillé avec une université en Belgique pour travailler sur la texture, pour travailler sur les apports. Comment est-ce que vous visez les apports? Est-ce que, pour revenir sur ce que tu disais, votre barre, elle est adaptée pour une sortie longue, voire très longue? Donc est-ce que tu recommandes d'en prendre une vers 2 heures, 2h30, voire 3 heures, ou 2 après un certain temps? Quels aspects nutritionnels vous avez cherché à mettre dans la barre? Comme je conseille, et d'ailleurs on l'a bien mis sur notre site, c'est que la personne doit quand même apprendre à se connaître. Moi, si je pars de mon exemple, c'est que je sais que si je pars pour plus de 3 heures de vélo, généralement après 1h30,
je commence à manger parce qu'avant, j'en ai pas spécialement le besoin. Maintenant, ce qui est recommandé, c'est si tu dépasses les 3 heures, nos barres, donc c'est 40 grammes, elles vont de 170 kilocalories à 200, donc pour les deux goûts. Ce qui est conseillé, c'est d'en prendre une par 40 minutes. Donc tu peux la manger en petits bouts. L'idéal, c'est de pas tout manger d'une fois parce que c'est un petit peu plus complexe pour ton organisme de tout assimiler en un coup. Tu manges un petit coup, tu le remets, c'est assez simple, tu le remets dans la poche. Mais du coup, oui, l'équivalent plus ou moins d'une barre de 40 grammes par 40 minutes. Et évidemment, c'est à compléter avec une boisson où tu as des sels minéraux que tu vas soit chercher dans une boisson ISO, soit, moi, ce que j'aime encore faire, c'est un petit peu mon melting pot, mais mélanger du jus de pomme avec un petit peu de sel. J'aime encore bien faire ça. Pas toutes les sorties, mais des sorties longues, ça m'arrive encore de faire ça. Bah, bientôt, peut-être la barre qui intégrera les sels minéraux, non? Peut-être, ouais. Maintenant, c'est impossible de mettre vraiment tous les sels minéraux dans une barre. On doit vraiment le remettre avec un mélange d'eau, quoi. C'est compliqué de mettre tous ces sels-là. Maintenant, oui, on va avoir une barre un petit peu plus salée, où là, forcément, il y aura un petit peu de sel, mais ça reste des quantités pas suffisantes par rapport à ce que tu transpires si tu roules par 25 degrés 5 heures, quoi. On avait prévu aussi de parler de l'aspect déchets, de l'aspect beaucoup plus environnemental là, sur vos bars, sur les emballages de vos bars. Comment est-ce que vous gérez ça? On en a déjà pas mal parlé dans le premier épisode de cette semaine, mais après tout c'est vendredi, on a un peu plus de temps, donc laissons-nous aller. Justement, on est parti sur un emballage du coup en Natureflex. C'est-à-dire que c'est de la cellulose compressée. Alors, ça ressemble très fort à du plastique, mais c'est pas du plastique. Ce qui permet de pouvoir le mettre dans un compost. Alors, actuellement, il est compostable industriellement, notre emballage. C'est-à-dire qu'il faut le mettre dans un sac de compost qui va partir dans un compost professionnel industriel. Mais très bientôt, dans les prochains mois, on aura un emballage qui est compostable dans un compost maison. Alors, ça c'est le premier aspect, c'est qu'on a un emballage qui est plus adapté à ce type de consommation-là. Et qui génère du coup pas de plastique, qui malheureusement en plus se retrouve dans la nature et qui prend beaucoup plus de temps que notre emballage si malheureusement il est dedans à se dégrader. Mais le deuxième aspect, c'est aussi la conscientisation, où généralement quand les gens achètent chez nous, on les harcèle pas, mais on met quand même pas mal, on met un petit message dans la boîte sur comment utiliser notre barre, où mettre l'emballage. On explique un peu tout ça et oui, c'est très important, je trouve, cette conscientisation, de vraiment dire, même si ça vous paraît chiant de garder votre emballage, c'est pas grand chose, remettez-le juste dans votre poche et puis il sera chez vous et vous le mettez dans votre sac de compost, quoi. Mais plutôt que de le mettre dans n'importe quelle poubelle publique. Ouais. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de sacs à compost qui sont prévus? C'est un petit peu la limite qu'on a actuellement et c'est pour ça qu'on voudrait bien switcher vers le compost aussi maison pour que les gens puissent aussi le mettre dans leur compost maison, parce que comme tu le dis, toutes les villes n'ont pas encore ce système, je pense, de compostage industriel. Mais c'est quelque chose vers lequel on tend, ce compost maison. Et dans le pire des cas, si les gens le mettent dans une poubelle classique, ça n'aura de toute façon pas autant d'impact que le plastique, puisque le plastique n'est de toute façon... il est très peu recyclé et en général, ça peut arriver, oui, qu'une personne mette notre emballage dans ce type de poubelle-là et ça n'aura juste pas plus d'impact que du plastique. Mais l'idéal est vraiment de le mettre dans son sac à compost et bientôt dans le compost maison. Est-ce que tu connais peut-être le temps nécessaire pour que ça se dégrade si tu laisses par exemple un emballage coup de barre dans la nature versus un emballage plastique traditionnel? Mais ça, c'est très dur à répondre parce que ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce qu'il va pleuvoir? Dans quelle partie du monde c'est? Quelle température il fait? Mais ça se compte en mois. Mais maintenant, oui, c'est pas l'idéal, mais comparé à du plastique, ça reste quand même très bien. Le plastique, on est sur des années plutôt en général. C'est des dizaines d'années même, le plastique, ouais. Bon, des mois, c'est pas idéal comme tu dis, mais enfin, ça nous permet quand même de passer quelques années à quelques mois. C'est ça, donc, oui, c'est déjà beaucoup mieux. Dans le pire des cas. Au final, j'avais fait beaucoup de recherches au tout début du projet. Au tout début, je m'étais dit c'est quand même intéressant la peau de banane, parce qu'on a tous jeté notre peau de banane en faisant du vélo, le club banane. Je m'étais renseigné et la banane met quand même beaucoup de temps avant de vraiment se dégrader en fait. Évidemment, elle aura zéro impact une fois qu'elle est dégradée, mais si tout le monde jette sa peau de banane au même endroit, ça va faire juste un dépotoir qui ne se dégrade pas, quoi. Donc au final, quelque chose qui peut paraître génial ne l'est peut-être pas tant que ça.
Il y a quelque chose qui, moi, j'avais trouvé vachement bien. C'était à l'époque quand je roulais en Colombie. J'avais tendance à acheter ça. C'est quelque chose qu'on achète un peu partout en rue ou dans les magasins. C'est des petites pâtes de fruits à la goyave et c'est emballé dans des feuilles justement de bananier. Ouais. Et donc là, le gros avantage, c'est que tu manges ta pâte de fruits et puis la feuille, voilà, c'est comme si c'était une feuille séchée qui était tombée d'un arbre, quoi. Donc à partir du moment où tu es dans la nature, tu peux laisser ça n'importe où. Ouais, ça marche bien en Colombie, ça doit bien marcher peut-être au Chili ou dans les pays un peu exotiques. En Belgique, je suis pas certain qu'il y ait des bananiers qui poussent le long de la route. Non, mais ceci dit, ça doit peut-être exister. Enfin, je sais pas, Evan, t'as peut-être fait des recherches par rapport à ça? J'avais même passé une commande chez eux pour vraiment voir un petit peu leurs produits de plus près. Ils ont des revendeurs, à mon avis, dans certains continents. Et là, j'ai dû avoir leur vendeur européen. Mais du coup, oui, j'ai commandé sur leur site. Mais je trouvais vraiment intéressant et au début, je voulais vraiment m'inspirer de ça. Maintenant, il y avait plusieurs soucis. C'est que pour avoir une DLC, c'est-à-dire une date de péremption relativement éloignée par rapport à l'achat, il faut un autre emballage. Hermétique. Et du coup, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont emballé cette feuille de bananier dans un emballage en plastique. Et je trouvais ça dommage de trouver une solution géniale. Mais au final, il y a quand même beaucoup de plastique parce que des petites pâtes de date comme ça, c'est très petit. Et c'est quand même emballé dans du plastique. Alors certes, ils répondent au problème de le plastique va aller dans la poubelle et pas dans l'environnement. Mais je trouvais ça dommage d'avoir vraiment trouvé quelque chose de chouette, mais qu'il y a quand même une limite et c'est un petit peu pour ça que nous, on n'a pas décidé de faire ce type de solution-là, quoi. Ouais, bien sûr. Puis bon, c'est vrai que c'est quelque chose de très artisanal aussi. Hein. C'est ce que je disais à l'instant. C'est quelque chose qui se vend dans la rue, et donc il y a peut-être pas forcément autant de contrôle sur ce type de produit-là qu'on peut trouver chez nous en Europe. J'avais deux questions justement sur la date limite de consommation, donc la DLC. Quelles sont les limites de consommation de vos produits? Parce que tu l'as dit, ils sont emballés dans un emballage compostable, mais est-ce que vous les suremballez dans du plastique ou pas? Comment est-ce qu'ils arrivent quand on les achète sur votre site ou chez un revendeur, et quelle est la date de péremption, enfin, la durée d'utilisation? À partir de la production, c'est 6 mois. Donc ce qui veut dire que quand ça arrive chez le client final, c'est 6 mois moins le temps que ça a mis à arriver chez lui, ce qui se compte en semaines. Donc on est quand même sur du plus que 5 mois généralement. Ceci dit, je tiens à dire que j'avais passé commande, à mon avis, il doit y avoir à peu près un an, parce que j'ai retrouvé des barres qui étaient perdues au fond d'une armoire il y a pas longtemps, là justement, il y a quelques semaines, et elles étaient, alors je pense qu'elles étaient périmées depuis le mois de décembre. Et franchement, je les ai mangées et elles étaient bien. Bon, on n'a pas entendu parler d'Olivier pendant 3 semaines, mais elles avaient l'air d'être bien. Je peux pas le dire officiellement parce qu'on doit mettre des DLC. Mais oui, les barres peuvent se consommer après cette date-là. Elles vont juste être un petit peu changées. Elles pourraient être un petit peu plus sèches. Le goût peut un tout petit peu changer. Mais moi aussi, comme j'ai pas mal de barres évidemment en stock, je peux consommer des barres qui sont après DLC. Et je prends le risque, mais il y a en fait, Evan, il cuisine plus. Ça fait 2 ans qu'il cuisine plus. Il mange que des barres. Il mange que des barres. Toutes les barres qui sont périmées. Et alors, du coup, ma deuxième question, elle avait un peu attrait à ça, c'est sur la fabrication, sur la production des barres en elles-mêmes. Est-ce que vous essayez d'avoir un impact environnemental positif, ou est-ce que vos matières premières, elles arrivent aussi dans des sachets plastiques ou dans des sachets en papier, et qu'est-ce que vous en faites? Comment est-ce que vous avez un impact sur l'environnement au moment de la production? Ça, en tout cas pour la commande, on commande en gros, donc l'impact est relativement léger par rapport au plastique, puisque c'est pas comme si on commandait plein de petits paquets. Par rapport aussi à l'impact, alors on n'a pas tous nos produits qui viennent de Belgique, mais on a quand même une volonté de, dès que c'est possible, aller chercher notre produit en Belgique. Par exemple, le flocon d'avoine, il y a moyen d'en avoir dans beaucoup de pays en Europe, et on a décidé de choisir la Belgique. On se fournit chez Graines de Curieux, qui les produit du coup en Belgique, et ça nous tenait vraiment à cœur parce qu'il y a évidemment moyen d'aller dans d'autres pays où ils sont presque 2 fois moins chers, transport compris, mais où voilà, c'était pas du tout nos valeurs. C'est vraiment important pour nous. Alors on n'a pas une barre avec que des produits belges. Ça va arriver dans nos objectifs futurs d'avoir peut-être une barre où on peut dire peut-être goût pomme ou je sais pas. On peut vraiment dire là de A à Z tout est belge. Mais c'est un petit peu compliqué parce que pour avoir vraiment la texture, le goût, le côté nutrition qu'on voulait, on a préféré ne pas se mettre beaucoup trop de freins parce qu'on savait que ce qui était important, c'est ce côté fonctionnel et gustatif.
Et du coup, on s'est dit, peut-être pourquoi ne pas mettre cet objectif-là plus loin. Et il faut bien démarrer quelque part, quoi. On pouvait pas non plus avoir tous les attributs de base, mais on tend vers un produit avec le plus possible de belge ou de très proche dans les pays, quoi. Ouais, et pour terminer, du coup, c'est quoi le prix d'une barre coup de barre par rapport à une barre en moyenne qu'on achète sur le marché? Alors, nos barres vont de 2,39 à 2,65 sur notre site et chez la plupart de nos revendeurs. En fonction de la quantité? C'est ça, ouais, en fonction de la quantité que tu achètes. Et du goût aussi, parce que la barre cacao est un tout petit peu plus chère. Oui, c'est sur notre site ou chez les revendeurs, magasins cyclistes et cafés cyclistes. Ce qui finalement est pas si cher que ça par rapport à d'autres marques peut-être un peu plus industrielles. Ouais. Enfin, moi personnellement, ça me choque pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Hermano. Mais j'ai vu des barres qui étaient même plus chères que ça. Et qui pourtant était beaucoup plus industriel. Ouais, non, effectivement, moi ça me choque pas non On plus. est vraiment sur un positionnement de bar premium, hein. On n'est pas du tout dans l'entrée de gamme. On est dans un gros moyen de gamme, on va dire, mais oui, on a quand même beaucoup de valeur et beaucoup de choses qu'on essaie de mettre dans un seul produit, donc ça a un prix. Mais comme tu le dis, au final, quand on se compare à la concurrence, il y a des concurrents qui, selon moi, ont moins d'attributs que nous et qui sont quand même un petit peu plus chers. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'au final, on a trouvé le prix juste et on l'a d'ailleurs vérifié avec un cabinet de pricing pour être vraiment sûr que c'était le prix au client est prêt à mettre pour une barre qui est comme ça. Oui, parce que c'est vrai qu'en entendant toutes les caractéristiques de vos barres, on pourrait s'attendre effectivement, vu tout l'effort que vous y mettez, à une barre qui soit à 4-5 euros. Et en fait, non, pas du tout. C'est 2 euros et des. Et donc, c'est tout à fait abordable pour la plupart des cyclistes, quoi. Ouais. Clairement. Peut-être pour terminer, juste rappeler où est-ce qu'on peut retrouver tes produits, donc le site internet, éventuellement où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, et puis il nous restera plus après qu'à prendre congé et te souhaiter une bonne fin de semaine. Du coup, pour retrouver les produits, c'est sur www.coudbar.com, COUPDBA20. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil, la page Facebook Coup de Barre et l'Instagram Coup de Barre BE. Et je vous attends. Génial, un grand merci en tout cas, Evan, pour être venu sur notre podcast. Et puis je te souhaite plein de belles choses et je continuerai évidemment à suivre l'aventure de très près. Et à consommer. Moi j'ai mon paquet qui est ici dans l'armoire, donc je suis client fidèle et je le reste. Ouais, Olivier, juste avant de partir, et on l'a dit depuis quelques jours, 100e épisode. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour fêter ça ? Exactement, c'est notre 100e épisode, tous les jours depuis le mois de novembre. Je pense qu'on peut être assez fiers de nous. Et écoute, pour fêter ça, et puis puisqu'on a aussi notre invité Evan cette semaine, on a décidé de faire un petit concours ensemble, et donc d'offrir un pack de 10 barres énergétiques, ainsi qu'une gourde pour vos sorties vélo. Les règles du concours sont assez simples. On vous invite à aller faire un petit tour sur la page Instagram de Ohana, donc on le rappelle, @OhanaTri, pour en savoir plus, et puis évidemment pour participer et tenter votre chance. Oui, exactement. Et donc le nom du compte Instagram, c'est Ohana_Tri, @Ohana, OHANA_TRI. Super, merci beaucoup Evan, une bonne fin de journée, un bon week-end, et chères auditrices, chers auditeurs, on se donne rendez-vous lundi pour de nouvelles aventures. Oui, bon week-end à vous deux. Salut. Ciao. Vous avez apprécié cet épisode ? Alors, taguez Ohana_Tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.